À toi, Louis-Joseph, mon fils. Rien ne sera plus jamais comme avant. Chienne de vie nous a pas eu de l'autre bord, elle ne sera pas ce boxing. Il va falloir que ça change, puis pour le... Il n'y a pas de plus grand crime que de semer le doute dans l'esprit d'un croyant. Moi, de pas savoir, c'est ça qui me ronge. Il n'y a rien de normal. Une fille directe, es-tu capable de prendre ça? Il n'y a pas de place pour les idées croches. Je suis génial! Fou et génial! On est allé trop loin. Non, il faut aller encore plus loin. Le volcan tranquille se réveille mercredi, 20h. Ici, Radio-Canada. Stratos Pizzeria vous offre son spécial de la rentrée. Commandez une délicieuse pizza moyenne toute garnie avec une poutine petit format pour seulement 13,95 $ et obtenez un 2 litres de Pepsi tout à fait gratuit. Stratos Pizzeria! Chez Ameublement Tanguay, les étudiants se retrouvent dans une chambre pleine de rabais. Prenez par exemple, dans le désordre, un four micro-ondes Samsung à 199 $, une causeuse Summon Design à 319 $, un mobilier de cuisine 3 morceaux 399 $, une mini chaîne de son JVC à 399 $. Hey, j'étudie. Chez Ameublement Tanguay, tout est payable en août 98. Livraison gratuite à la grandeur de la province. Il n'y a pas plus express que Copy Express. Que ce soit pour des documents noirs et blancs ou des copies couleurs, Copy Express reproduit tout à la perfection. Tout? Sauf moi, bien sûr. Je suis En êtes-vous certain? Grâce à la nouvelle technologie au laser de Copy Express, tout peut être reproduit en couleur et d'une façon impeccable. Et en plus, maintenant, des images qui passent directement de l'ordinateur au photocopieur. Copy Express. Pour des reproductions parfaites. Une belle Jetta. Juste pour moi, jusque 299 par mois. Non, non, non. Pas juste pour toi. La belle Jetta, à ce prix-là, c'est pour moi. Et tout fait pour l'allégresse. Une belle Jetta. Juste pour moi. Stratos Pizzeria vous offre son spécial de la rentrée. Commandez une délicieuse pizza moyenne toute garnie avec une poutine petit format pour seulement 13,95 $ et obtenez un 2 litres de Pepsi tout à fait gratuit. Stratos Pizzeria! Ici Alain Gravel. Ici Radio-Canada. À toi, Louis-Joseph, mon fils. Rien ne sera plus jamais comme avant. Chienne de vie nous a pas eu de l'autre bord, elle ne sera pas ce boxing. Il va falloir que ça change, puis pour le... Il n'y a pas de plus grand crime que de semer le doute dans l'esprit d'un croyant. Moi, de pas savoir, c'est ça qui me ronge. Il n'y a rien de normal. Une fille directe, es-tu capable de prendre ça? Il n'y a pas de place pour les idées croches. Je suis génial! Fou et génial! On est allé trop loin. Non, il faut aller encore plus loin. Le volcan tranquille se réveille mercredi, 20h. Près de 500 morts et disparus dans un naufrage, la tragédie frappe encore les plus pauvres des Haïtiens. Un deuxième agent abattu, les motards ont-ils déclaré la guerre à leurs gardiens de prison? Calcutta, la misère règne toujours dans le monde de Mère Teresa. Et au point, comment le Vatican déterminera si Mère Teresa est une sainte? Le téléjournal avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est une tragédie aussi effrayante qu'absurde à Haïti. Un traversier qui fait naufrage à peine à 200 mètres de la rive et pour des raisons que tout le monde connaît et pour lesquelles on ne fait absolument rien, c'est-à-dire des mesures de sécurité qui ne sont jamais respectées. Alors, le malheur est arrivé à Mont-Rouy, à 60 km à l'ouest de Port-au-Prince. Voici d'abord le compte-rendu de Louise Baudouin. Ce n'est pas la première fois qu'une telle tragédie arrive ici. Et toute la journée, c'est par dizaines qu'on a repêché les corps des noyés, 50 pour l'instant. Un traversier flambant neuf avait quitté tôt ce matin l'île de Gonave. Surchargé de marchandises et de passagers, il coule à 200 mètres du port de Mont-Rouy. Des plongeurs de l'armée canadienne faisant partie du contingent de l'ONU en Haïti ont repêché les corps et participé au secours. Il y a eu un vent de panique à bord du bateau pour une raison qu'on n'a pas encore confirmée et que tout le monde se soit retrouvé du même côté du bateau avant d'arriver à la rive. De ce bateau, il y a eu une quarantaine de rescapés environ qui ont regagné la rive à la nage. Maintenant, on a organisé au tout début
la coordination des efforts de secours. Mais présentement, on nous dit aussi qu'il semblerait que le vent de panique ait causé une alarme à bord du bateau qui aurait automatiquement fermé toutes les portes et écoutées du bateau, de sorte que c'est devenu presque un cercueil fermé, si vous voulez. Les recherches sont poursuivies tout l'après-midi avec le concours de la garde côtière américaine. Il n'y aurait aucun autre survivant. On dit que le bateau, normalement, pouvait prendre jusqu'à 400 passagers. Et certains témoins sur la rive faisaient état d'environ 800 personnes qui auraient pris place à bord du bateau. Haïti ne compte plus les naufrages du genre. Le pire, en 93, fait 800 disparus. Le transport y est déficient, sans règlement, et le bateau est souvent le seul moyen de se déplacer. À Montréal, des membres de la communauté haïtienne constatent qu'il y a peu de changements depuis le retour de la démocratie. On ne sent même pas qu'il y a moins que volonté de régler le problème. Pendant ce temps, en Haïti, d'autres traversiers surchargés continuaient leur navette aujourd'hui, comme si de rien n'était. Louise Baudouin, Radio-Canada, Montréal. Bien, maintenant, notre correspondante à Washington, Julie Miville-Deschênes, s'apprête à partir pour Haïti. Le temps de lui poser une petite question avant son départ. Julie, il faudra bien que les secours se poursuivent demain, n'est-ce pas? Absolument, Bernard. L'armée canadienne a mis à la disposition des secouristes ses hélicoptères Griffon et surtout, demain matin, une vingtaine de plongeurs canadiens vont se remettre à l'œuvre. Mais je parlais tout à l'heure au capitaine Généreux en Haïti qui me disait qu'il ne fallait pas s'attendre à des miracles car ces plongeurs sont sous-équipés, ce sont des plongeurs amateurs, donc ils ne peuvent pas aller très en profondeur, récupérer les cadavres qui sont encore coincés dans la cale. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est trouver les corps qui sont déjà sortis de l'épave. Du côté canadien, on ne s'attend pas à retrouver de survivants. Une note peut-être en terminant sur l'atmosphère qui règne ce soir en Haïti. Les Haïtiens à qui j'ai parlé sont un peu dégoûtés, un peu en colère, car ils disent que 3 ans après le retour de la démocratie dans leur pays, les infrastructures sont encore dans un état lamentable, l'économie est en lambeaux et, à preuve, disent-ils, ce sont encore des étrangers et dont des Haïtiens qui sont en charge des secours. Merci beaucoup, Julie Miville-Deschênes, donc qui sera à Washington, à Haïti, plutôt à compter de demain. Au pays, maintenant, les gangs criminels ont peut-être pris une dangereuse direction. Il y a encore un autre gardien de sécurité, un deuxième, qui a été descendu à Montréal. Il était au volant d'un fourgon cellulaire. Il n'y avait même pas de prisonniers à bord, ce qui fait craindre aux autorités que les motards et autres gangs criminels n'aient déclaré la guerre à leurs gardiens de prison. Alexandre Dumas va nous décrire ce qui est arrivé. 6h50, le fourgon cellulaire conduit par Pierre Rondeau s'arrête à un stop, boulevard du Tricentenaire et rue Victoria, dans l'est de la ville. 2 hommes, non loin, à bord d'une wagonnette de marque Chrysler, attendaient, stationnés. Au stop, ils bondissent de leur véhicule, volé le 6 août dernier dans le centre-ville de Montréal, pour faire feu en direction des 2 gardiens. Le chauffeur, Pierre Rondeau, est atteint mortellement. 4 balles au thorax, 2 autres à la gorge. L'autre gardien réussit à échapper au tir de nous. Directeur du service de police de la CUM, ce crime démontre jusqu'à quel point le crime organisé est maintenant prêt à aller pour déstabiliser le système policier et judiciaire. C'est un scénario qu'on connaît, déjà utilisé dans le passé par les motards criminalisés. On peut peut-être tirer cette conclusion, quoique il ne faut pas, dans un dossier comme celui-là, toujours tirer des conclusions hâtives. Puis les 2 agresseurs s'enfuient. Ils abandonnent et incendient leur véhicule à quelques rues des lieux du drame. 2 armes sont retrouvées à bord. Dans le voisinage, c'est l'indignation. On n'en revient tout simplement pas. Là, ça a fait peur bien vite. À peu près 6 coups. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de l'attentat se répand dans le milieu carcéral. Les gardiens de la prison de Rivière-des-Prairies débraient spontanément, comme leurs collègues du Palais de justice de Montréal, pour protester contre la prétendue carence des mesures de sécurité qui les entourent. Ça fait partie des menaces régulières qu'en tant qu'agent de service correctionnel, on a à tous les jours et qu'on a à porter sur nos épaules. Le fait de porter l'uniforme que j'ai sur le dos aujourd'hui, elle a un prix à payer et plus ça va, plus ce prix-là augmente. Les gardiens ont obtenu que d'éventuels convois cellulaires soient escortés par la Sûreté du Québec ou d'autres corps policiers concernés. Les autorités pourraient lancer une offre substantielle de récompense, un peu comme on l'a fait dans le cas du meurtre de la gardienne Diane Lavigne en juin dernier, afin d'aider les langues à se délier et d'arriver rapidement à l'arrestation du ou des assassins. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Montréal.
Les Indiens ont commencé à aller rendre hommage à Mère Teresa, dont le corps est maintenant exposé dans l'église Saint-Thomas de Calcutta. Une image impressionnante que de voir le cercueil de cette religieuse catholique saluée par des milliers d'hindous. Mon collègue Jean-François Lépine est arrivé à Calcutta, d'où il nous fera parvenir ce reportage jusqu'aux funérailles, samedi. Alors, Jean-François. Ils étaient encore des centaines à faire la queue pendant des heures aujourd'hui pour venir lui rendre hommage une dernière fois. Pendant un demi-siècle, Mère Teresa a cherché à aider les plus pauvres parmi les pauvres. Elle a donné à son œuvre et à Calcutta un rayonnement international. Mais dans la ville où elle a voulu faire la différence, les choses n'ont pas changé. Calcutta, la deuxième plus grande ville de l'Inde, croule sous le poids de ses malheurs. Plus de 40% de la population vit dans des conditions insalubres, sans travail, sans revenu minimum. Malgré l'attention qu'elle a su attirer à l'endroit de ses œuvres, Mère Teresa n'a rien pu y changer. En un sens, oui. Le jésuite québécois Gaston Roberge a été pendant des années un conseiller de Mère Teresa en matière de communication. Il prétend aujourd'hui qu'elle n'a jamais cru qu'elle réussirait à changer le monde autour d'elle. Son premier objectif n'était pas tellement de soulager la misère matérielle du pauvre que de faire sentir aux pauvres qu'ils n'étaient pas abandonnés, même si on n'arrivait pas à l'aider beaucoup. Pour ceux qui se déplacent ces jours-ci pour venir la voir, c'est surtout l'extrême dévouement de Mère Teresa qui a compté. Un symbole qui unit tout le monde dans un pays où les tensions sociales et religieuses sont pourtant si fortes. Même après l'heure de fermeture de la chapelle où sa dépouille est exposée, ils étaient encore nombreux à se masser dans l'espoir qu'on les laisse entrer. Well, I haven't seen God. I thought this is an opportunity where I can see what I believe is God on earth. Are you Catholic? No, I'm Hindu by faith. Mais paradoxalement, les gens qui viennent rendre hommage à Mère Teresa, ce ne sont pas ceux qu'elle a voulu aider. Les plus pauvres parmi les pauvres, ils habitent à quelques rues d'ici, dans des quartiers misérables. Ils sont ou bien trop mal en point pour venir la voir, ou bien trop craintifs de montrer leur dénuement dans un pays qui continue à les exclure. Jean-François Lépine, Radio-Canada, Calcutta. Dans quelques minutes au point, l'intégrale de l'entrevue avec le père Gaston Roberge, l'ancien conseiller en communication de Mère Teresa. Également, comment le Vatican décidera si elle est une sainte. OK, à go, on souffle. OK, go. Ben voyons. En septembre, découvrez l'autre côté des petits mardis de Belle. Parce qu'en plus des interurbains du plan Supermax à 12 sous la minute partout au Canada... Encore! Oh! Vous profitez aussi de la conférence à 3 et toi 71 gratuitement. Bon, ça fait, là? Hein? On retourne d'abord. Ce que vous allez voir maintenant est à couper le souffle. Les images qui suivent pourraient même vous mettre l'eau à la bouche. Certaines scènes sont troublantes. Quiconque a l'estomac vide devrait s'abstenir de regarder. De quoi s'agit-il? De la nouvelle barre de caramel mou Sweet Escapes. Qui en est responsable? Hershey. En fait, Hershey a créé avec Sweet Escapes une nouvelle gamme de barres irrésistibles. Vraiment irrésistible. Moi, j'en voudrais un bleu. Moi, un rouge. Moi, je voudrais un orange. Depuis 100 ans, l'Industriel Alliance conçoit des programmes d'assurance vie aussi variés que la vie. Moi, je voudrais un éléphant. Nous vous taillerons sur mesure le programme qu'il vous faut. L'Industriel Alliance, votre partenaire de confiance. Avec sa suspension indépendante aux 4 roues, sa maniabilité supérieure
et le moteur de série le plus puissant de sa catégorie. La Néon a vraiment du culot. Sous le capot. Le gouvernement Bouchard se préparait-il à reculer face aux municipalités? En tout cas, à une semaine de l'échéance qu'il maintient toujours, le premier ministre aurait admis que le 500 millions qu'il veut refiler aux municipalités ne proviendrait plus nécessairement du transport scolaire, ce que demandaient les plus petites municipalités. Non, plutôt, on regarderait maintenant du côté de la gestion et de l'entretien des écoles. Alors, Gilles Morin va nous expliquer la nouvelle direction des négociations. Les dirigeants de l'UMRCQ sont arrivés au bureau du premier ministre bien déterminés à le faire reculer sur la facture de 420 millions du transport scolaire qu'ils jugent trop onéreuse et inéquitable. Après 1h30 de discussion, ils étaient à demi satisfaits. On a eu la garantie qu'à la table nationale, on pourrait discuter autant des équipements que du transport. Jacinthe Simard soutient même que Lucien Bouchard aurait reconnu que la solution du transport scolaire avait du plomb dans l'aile. C'est une expression qui a été dite autour de la table. Par qui? Par le premier ministre. C'est un dossier qui a du plomb dans l'aile. Les municipalités n'ont jamais accepté la facture du transport scolaire sans droit de gérance. Par contre, elles reluquent depuis longtemps la gestion et l'entretien des écoles. Écoutez, on a quand même, au niveau municipal, plus d'affinité pour la gestion d'équipements, comme des bâtiments, que sur l'organisation d'un transport. Pour amener tout le monde à la table des négociations, le gouvernement accepte de regarder cette alternative. On a dit qu'on manifestait une bonne volonté pour une ouverture de discussion. Si cette ouverture plaît aux municipalités, elle choque les commissions scolaires. Diane Drouin ne porte pas Rémy Trudel dans son cœur. Mais qui aille jouer dans sa cour, qui arrête de jouer dans la cour des voisins, essayer de trouver des choses qui ne lui appartiennent pas, sous prétexte qu'il veut faire des économies. La gestion et l'entretien des écoles sont actuellement défrayés par les commissions scolaires avec la taxe scolaire. Si les municipalités en héritent comme elles le souhaitent, le surplus de cette taxe scolaire pourrait alors servir à payer le transport des élèves. Quoi qu'il en soit, les négociations de cette semaine devraient départager un peu plus ces intérêts en conflit. Gilles Morin, Radio-Canada, Québec. La compagnie Eaton est sauvée de la faillite. Ses créanciers principaux, c'est-à-dire les banques, les fournisseurs et les propriétaires de centres commerciaux ont finalement accepté aujourd'hui son projet de restructuration. Eaton commencera à leur rembourser les 400 millions qu'elle leur doit à compter du 30 octobre. La conciliation est terminée à la Société des Postes. Le syndicat s'est retiré du processus, même si la partie patronale disait qu'elle voulait déposer une nouvelle offre globale de règlement. Le syndicat veut négocier directement avec la société sans conciliateur. Les postiers menacent toujours de déclencher une grève à la fin du mois. Les gouvernements de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario contestent devant les tribunaux la nouvelle loi sur les contrôles des armes à feu. Ils ont fait valoir devant la Cour d'appel de l'Alberta qu'Ottawa n'a pas le pouvoir de légiférer en matière de propriété personnelle, une compétence provinciale. Ils disent aussi que le nouveau registre national des armes à feu est une mesure qui est coûteuse et inutile. Eh bien, déjà 10 ans qu'a été signé le protocole de Montréal sur l'élimination des gaz qui détruisent la couche d'ozone, c'est le nom de ce protocole. Les écologistes, comme les gouvernements, sont très heureux, se réjouissent des succès de cet accord-là, en fait, qui est le plus important accord jamais intervenu en matière d'environnement planétaire. Mais ce qui arrive, c'est que le succès a créé un nouveau problème, c'est le trafic des CFC qui est en provenance, qui se fait des pays de l'Est et qui empêche le contrôle de ces gaz réfrigérants. Alors, voici les explications de Jean Crivard. The Montreal Protocol is a triumph in international cooperation. Et 10 ans plus tard, même les écologistes les plus sérieux admettent qu'on est en présence d'une réussite remarquable en matière de protection de l'environnement. On a fait beaucoup de progrès internationalement, globalement, avec cet accord. On a éliminé à peu près 60% des chimiques qui détériorent la couche d'ozone. Les CFC contenus dans les atomiseurs, les mouches de styrène, beaucoup de climatiseurs, sont en effet disparus depuis l'interdit de fabrication en 1996. Malheureusement, les besoins demeurant très importants dans les régions du Sud, comme au Mexique et aux États-Unis,
Le marché noir des CFC vient ternir ce succès. Well, there are measures under the Montreal Protocol to deal with this, and it's a very important issue. À Montréal, le propriétaire de la compagnie Automaster, Boris Revnik, vient d'être intercepté par les douaniers américains pour l'importation illégale de cartouches de CFC évaluées à plus de 8 millions de dollars. Cet approvisionnement-là viendrait principalement semble-t-il, de Russie, entre autres, qui transigerait par les États-Unis et qui viendrait effectivement au Canada. À Fredericton, ce sont Larry Leblanc et son épouse de la compagnie Trans-Canada Auto House qui doivent répondre au fisc américain de 13 accusations d'avoir illégalement importé 70 tonnes de CFC aux États-Unis. On parle d'environ un demi-million de dollars par camion-remorque de CFC introduit illégalement aux États-Unis. Pendant les 2 prochaines semaines, les représentants des quelques 160 pays réunis ici à Montréal vont tenter de réduire la pression qui vient de l'Est. Les compagnies russes tentant de profiter d'un nouveau et lucratif marché de CFC qui s'ouvre à elles au niveau international. Jacques Rivard, Radio-Canada, Montréal. Dans un moment, la vie des Israéliens qui font face aux milices islamistes sur le front du Liban du Sud. Vous n'avez pas cédé à la tentation jusqu'à maintenant. Mais cette fois, inutile de résister. La Catera, 299 $ par mois sur 24 mois, avec l'événement 24-24 de Cadillac. J'ai toujours cru que j'étais prêt à relever tous les défis. Jusqu'au jour de notre arrivée à Copenhague. Hein? Pas d'équipement? Avec nos bagages ailleurs. Afrique. Ouais, mais on joue pas en Afrique. Allez, allez, allez! Heureusement, pour équiper les jeunes, j'avais la solution. Ces équipements? Ma carte Visa Or. Hey, aidez-moi! Pour les enjeux d'importance. Allez, go, go, go! J'apprécierai toujours le pouvoir de la carte Visa Or. Je sens ton cœur qui bat dans moi, si fort, si puissant, qui es-tu? On dit que la puissance est un aphrodisiaque. Cet automne, vous allez comprendre pourquoi. Je l'entends qui vient! Votre sécurité financière. Pensez-vous sérieusement j'ai le temps de m'occuper de ça? Parce que vous avez bien d'autres choses à faire dans la vie. La London Life s'en occupe pour vous. Texte! C'est quoi le texte? Ah ah! ah. C'est tout! Avec la London Life, la liberté commence aujourd'hui. Vous n'êtes pas du genre à regarder le prix. Mais cette fois, vous ferez une exception. La CBSTS, 499 $ par mois sur 24 mois avec l'événement 24-24 de Cadillac. La famille royale, les Windsor, viennent peut-être d'être ébranlés ces derniers jours, mais la monarchie est encore bien solide en Angleterre. Il y a un sondage d'opinion qui montre que 73 % des Anglais veulent conserver la monarchie. Le pourcentage grimpe même à 82 % si le prince William, l'enfant de Charles, qui a 15 ans, plutôt que son père, donc le prince Charles, devenait le prochain roi. Finalement, il n'y a que 18 % qui prônent une république en Angleterre. Cela dit, la ferveur des Anglais pour la princesse Diana demeure très, très forte. Aujourd'hui encore, les gens ont déposé des fleurs devant les palais de Buckingham, St. James et Kensington, à tel point que le gouvernement ne pourra les enlever demain. Et voici les premières photos de la tombe de la princesse dans la propriété des Spencer à Althorp, en Angleterre. Son frère, Charles, les a remises à la presse après y avoir transporté des fleurs, là aussi. Quant à la presse à sensation, elle a fait son mea culpa et promis de respecter l'intimité des princes William et Harry. C'est à Rabat, au Maroc, que sera enterré Mobutu Sese Seko, celui qui fut l'un des plus puissants dictateurs d'Afrique. Mobutu est mort hier soir, il avait 66 ans. Il a régné sans partage sur le Zaïre pendant 32 ans, avant d'en être chassé au mois de mai dernier par les hommes de Laurent Désiré Kabila. Sa fortune à l'étranger s'élève à 7 milliards de dollars, environ 70 % de la dette du Zaïre.
Eh bien, après le désastre vendredi de l'opération militaire au Liban du Sud, il y a de plus en plus d'Israéliens qui souhaitent qu'Israël se retire de ce territoire. Et cette question-là prend une importance toute particulière pour les habitants du nord d'Israël, qui ne sont au fond qu'à quelques centaines de mètres des milices libanaises. Alors, notre envoyé spécial, Jean-François Bélanger, a visité la région. Kiryat Shmona est la ville la plus au nord d'Israël, située à un jet de pierre de la frontière avec le Liban. Le Hezbollah et les diverses milices ennemies de l'État juif ne sont qu'à quelques kilomètres. C'est pour protéger cette ville et les nombreux villages situés le long de la frontière que l'armée israélienne occupe une bande de terrain d'une dizaine de kilomètres au sud Liban. Les habitants de Kiryat Shmona se savent en première ligne et les nombreuses roquettes Katyusha qui les prennent pour cible chaque année sont là pour le leur rappeler. Il y a 2 semaines, une de ces roquettes est tombée sur la maison de Yaron Kalina, détruisant la chambre de sa fille. Par chance, la petite famille se trouvait en vacances. Il n'y a pas eu de blessés. La maison est aujourd'hui reconstruite, mais Yaron a préféré déménager, histoire de ne pas tenter le sort. Je me sens rassuré de savoir qu'il y a de nos soldats au Liban, explique-t-il, et qu'ils ne se trouvent pas seulement à la frontière. Comme lui, la plupart des habitants du nord d'Israël sont réconfortés par cette zone de sécurité. Mais cette région n'échappe pas à la polémique qui déchire le reste du pays. Vendredi dernier, 12 soldats israéliens sont morts lors d'une opération commando ratée au sud Liban. Depuis, de plus en plus de voix s'élèvent pour remettre en question cette présence militaire jugée meurtrière et inutile. Parmi eux, Moshe Stroll, ancien soldat, ancien policier et habitant de Kiryat Shmona. Sa maison a aussi été prise pour cible par une roquette, mais paradoxalement, il se dit en faveur d'un retrait. Lorsqu'il a vu les images à la télé vendredi dernier, Moshe s'est dit que tous ces jeunes soldats étaient morts pour rien et qu'il fallait mettre fin au massacre. Cette polémique sur un éventuel retrait du Sud-Liban date depuis le début de l'occupation israélienne. Il est donc fort peu probable qu'une décision soit prise rapidement à ce sujet. Le premier ministre israélien a d'ailleurs rejeté cette idée. Il pourrait même être tenté, s'il écoute les durs de sa coalition, de lancer une opération coup de poing au Sud-Liban, histoire de faire oublier l'échec subi vendredi dernier. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, à la frontière libano-israélienne. Lundi, dans une semaine, les premiers ministres des provinces, à l'exception de celui du Québec, vont se réunir à Calgary pour se donner un plan, en tout cas un début de plan de réforme du fédéralisme. Aujourd'hui, c'est Jean Charest, que les sondages donnent toujours comme le plus crédible en matière de réforme constitutionnelle, qui a fait connaître ses idées là-dessus. Les observations de Guy Gendron. Quand les premiers ministres provinciaux ont décidé cet été de convoquer une rencontre pour parler d'unité nationale, ils ont créé des attentes qui tournent à la mésentente. D'un côté, Mike Harris de l'Ontario ne veut rien d'autre que de parler d'un processus de consultation publique sur la réforme de la fédération. À l'autre extrême, Frank McKenna du Nouveau-Brunswick s'apprêterait à présenter des textes d'amendements constitutionnels, largement inspirés par ses discussions avec le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, je propose quelque chose d'exceptionnel. Pour ne pas être en reste, celui qui avait piloté la tentative de sauvetage de l'accord du Lac-Meach, le chef conservateur Jean Charest, a écrit une longue lettre aux premiers ministres provinciaux. Il les invite à remplacer le leadership qui manque à Ottawa en adoptant un ordre du jour détaillé pour le renouvellement de la fédération. 9 premiers ministres provinciaux, il me semble, sont capables d'avoir une discussion suffisamment intelligente pour se dire voilà ce que serait un plan d'action pour engager une discussion. Ça n'oblige pas un résultat. On n'est pas rendu là. Mais au moins un plan d'action. C'est, il me semble, en tout cas pour moi, le minimum. Un minimum qui devrait, selon lui, inclure réforme du Sénat, rééquilibrage des responsabilités fédérales provinciales, reconnaissance des peuples autochtones et de la spécificité québécoise. Un comité du Sénat et de la Chambre des communes aurait ensuite le mandat d'articuler la réforme. Je propose même que les chefs des partis politiques, les 5 partis à la Chambre des communes, siègent à temps plein sur le comité. Une proposition que le premier ministre Jean Chrétien accueille avec réserve. Nous allons voir qu'est-ce que les premiers ministres vont décider en fin de semaine. Ensuite, on avisera. D'ici là, le gouvernement chrétien poursuit les discussions en coulisses avec les provinces, qui l'invitent à la modération, car si elles vont trop loin dans leurs demandes, il craint de se voir accorder le mauvais rôle de celui qui refuse de bouger. Guy Gendron, Radio-Canada, Ottawa.
Alors, dans l'actualité aujourd'hui, il y a certainement cet autre malheur qui a frappé Haïti, près de 500 morts ou disparus, peut-être plus, dans ce naufrage d'un traversier tout neuf, mais surchargé, en contravention de toutes les règles de sécurité. Aussi, ces hommages touchants qu'ont commencé à rendre les Indiens à Mère Teresa, dont le corps est exposé à l'église Saint-Thomas de Calcutta. D'ailleurs, Le Point va décrire l'héritage que laisse Mère Teresa. Là-dessus, je vous dis bonsoir, merci, à demain, au nom de toute l'équipe. Une entrevue avec ce prêtre canadien qui a aidé Mère Teresa à utiliser les médias pour soutenir sa cause. Également, comment le Vatican décidera si elle est une sainte. Bonsoir, ici Achille Michaud, bienvenue au Point. Toutes les télévisions du monde ont convergé sur Calcutta depuis la mort de Mère Teresa. Et comme vous l'avez vu au téléjournal, nous y sommes nous aussi. Jean-François Lépine vient d'arriver à Calcutta et nous lui avons parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Achille. Bon, alors vous êtes à Calcutta, mais où exactement? Alors Achille, au moment où on se parle, on est devant l'église Saint-Thomas derrière moi. C'est ici qu'on a exposé la dépouille mortelle de Mère Teresa. Et c'est ici donc pendant la journée. Il faut dire qu'on est en pleine saison des pluies, mais malgré ça, pendant la journée, il y a des centaines de gens qui font la file pendant des heures de temps pour venir passer devant cette dépouille, pour rendre hommage à cette femme qui a tellement marqué les Indiens et le pays au complet. Bien justement, comme vous l'avez dit au téléjournal, elle entretenait l'espoir. Maintenant qu'elle est morte, est-ce que c'est la fin de l'espoir pour tous ceux et celles qui comptent sur elle? Alors, Achille, c'est certainement pas la fin de l'œuvre de Mère Teresa, parce que vous le savez, elle a laissé derrière elle une communauté qui a un rayonnement un peu partout dans le monde, et particulièrement ici en Inde et à Calcutta. Donc, il n'est pas question que ce mouvement-là s'arrête. Ce qui est peut-être étonnant quand on arrive ici, c'est de constater que malgré un travail de 50 ans qui a retenu l'attention du monde entier, au point qu'elle ait, par exemple, reçu le prix Nobel de la paix, malgré tout le travail et le rayonnement de Mère Teresa à travers le monde, la pauvreté ici est un phénomène, je dirais même croissant. Il y a près de 40 % de la population de Calcutta qui vit sans emploi et sans revenu minimum décent. Donc, c'est un défi énorme qui reste entier après le départ de Mère Teresa. Un mot, Jean-François, sur l'atmosphère qui règne là-bas. Est-ce que la mort de Mère Teresa a réussi à émouvoir un pays aussi grand et complexe que l'Inde? C'est sûr que c'est un événement important pour les Indiens. Il va y avoir ici des funérailles d'État, mais par exemple, pour vous donner un exemple, le premier ministre du pays ne viendra pas ici. Dans les journaux, par exemple, d'aujourd'hui, c'est un élément de l'information, mais ce n'est pas l'élément majeur en manchette. Les Indiens viennent, peu importe leur religion d'ailleurs, rendre hommage à Mère Teresa, mais ce n'est pas un vaste mouvement national. Je pense que le pays est touché par ce qui se passe. Parce que cette femme-là, elle a su aussi utiliser les médias de communication pour répandre son œuvre. Et d'ailleurs, ce qu'on vous offre ce soir, c'est le témoignage d'un Québécois qui a vécu des dizaines d'années ici et qui a été un des conseillers de Mère Teresa en matière de communication. C'est le père Gaston Roberge, un jésuite qui a d'ailleurs fondé ici un institut d'audiovisuel pour former les jeunes ici à Calcutta dans le domaine de l'audiovisuel. Et vous allez voir le témoignage qu'il nous donne de cette femme qu'il a côtoyée et de cette femme qui savait, comme vous allez le voir, utiliser pour sa cause, pour la cause des pauvres, des plus pauvres parmi les plus pauvres, donc comment elle a su utiliser les médias. Alors voici donc cette entrevue que j'ai faite un peu plus tôt aujourd'hui avec le père Gaston Roberge. Père Roberge, d'abord, bienvenue au Point. Ça me fait plaisir d'être ici. Et ça nous fait plaisir, nous, de venir vous rencontrer ici. Père Roberge, vous êtes un spécialiste des médias. C'est dans ce domaine-là que vous avez œuvré une grande partie de votre vie. Et c'est un peu dans ce domaine-là aussi que vous avez connu Mère Teresa. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu dans quel contexte, justement, vous l'avez connue? Je dois vous dire que je suis venu en Inde pour la première fois en 61. Et alors, j'avais avec moi dans mes notes un article du Reader's Digest sur Mère Teresa. Et je n'étais pas convaincu et je me disais, je vais quand même voir qui est cette personne. Et même après mon arrivée à Calcutta, j'en entendais parler, mais jusque-là, je n'étais pas encore gagné, si on peut dire, à sa personne.
Donc, 7 ans après, j'étais étudiant de théologie et elle est venue parler dans notre théologat. Et alors, plusieurs de mes jeunes condisciples ont essayé de la faire critiquer l'Église. À cause, évidemment, c'est facile, les positions qu'elle a prises, le travail qu'elle faisait. Et ce qui m'a gagné à elle était sa sérénité. Et elle répondait toujours, « Oh, il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. » Et moi, j'ai vu là une marque d'authenticité. Elle pouvait s'accorder avec tout le monde. Mais ce n'est que par la suite, donc, vers la fin des années 70, que nous avions demandé sa permission de faire des photos, non pas tellement sur elle, mais sur son monde. Si une bonne photographie est une sorte d'éducation du regard, nous croyons pouvoir contribuer des photos qui aideraient celui ou celle qui regarde à voir un peu comme Mère Thérèse voit. Enfin, c'est un défi que nous avons tenté et nous avons fait à ce moment-là une centaine de photos dans différents couvents de Mère Thérèse. Elle croyait vraiment que les médias pouvaient promouvoir la cause des pauvres, les médias pouvaient toucher le cœur des riches et pouvaient donc l'aider dans son travail. Et alors, elle se prêtait volontiers à ce qu'on la photographie, et ainsi de suite. Si toujours cela pouvait servir les plus pauvres des pauvres et la gloire de Dieu. Et ça, c'était, comme on disait, comme on dirait, le point. Si un projet de médias ne remplissait pas cette condition, bien pour elle, ça ne valait pas la peine. Elle utilisait les médias, en fait. Je ne dirais pas qu'elle les utilisait. Elle laissait les médias l'utiliser, elle, à ses propres fins. Dans ce sens, oui. Il y avait donc une sorte de relation amicale et harmonieuse, mais jusqu'à un certain point. Et à un certain point, si ça ne sert pas la gloire de Dieu, si ça n'aide pas la cause des plus pauvres, Vous avez évoqué la personnalité de Mère Teresa quand vous disiez, par exemple, que les jeunes à qui elle prêchait lui reprochaient presque de ne pas être critique face aux riches. Elle disait, il y a de la place pour tout le monde. De la même façon, quand elle s'est mise à lutter contre l'avortement, les gens lui ont beaucoup reproché de ne pas avoir fait la critique, par exemple, du comportement des hommes en Inde. C'est connu, même l'UNESCO dénonce le comportement des hommes face aux femmes en Inde. Est-ce qu'on pourrait dire que cette femme-là était un peu en retard par rapport au courant de son époque? En un sens, oui. Quand on prend certaines positions sur la base de sa foi en Jésus-Christ, évidemment, on est à contre-courant. Mais pour la question que vous soulevez, je crois qu'elle vous dirait, moi, je fais mon travail qui est concret, immédiat, et que d'autres fassent le reste. Elle ne se prenait pas pour le bon Dieu. Mais on lui a reproché, par exemple, d'accepter de l'argent du régime Duvalier en Haïti. Officiellement, d'être même allé recevoir l'argent là-bas. On a l'impression qu'elle n'était pas consciente de l'univers dans lequel elle vivait. Il y avait peut-être une certaine naïveté, oui, peut-être. Mais moi, je vous dirais, si vous vous opposez à ce qu'elle reçoive de l'argent de Duvalier, je vais vous demander ramasser le même montant d'argent de d'autres sources et donner-le lui. Ne privez pas ceux qui en bénéficieront. Et à ce sujet, si je peux me permettre, il y avait une fois quand le cardinal Léger était venu et que Mère Teresa et lui avaient conversé, il avait demandé, mais ce que nous faisons, c'est une goutte d'eau dans l'océan, est-ce que ça aide vraiment? La réponse d'elle ou qu'on a pu donner, c'est que on n'essaie pas de régler les problèmes autant qu'on essaie d'aider les gens qui ont ces problèmes. C'est au gouvernement et à d'autres organisations d'essayer de régler les problèmes. Mais dans l'entretemps,
il y a des gens qui souffrent, qui ont faim. Oui, mais on dit par exemple qu'elle, justement, elle faisait une forme de charité, hein, de premier degré, mais quand vous le disiez vous-même, quand les jeunes l'incitaient à faire une sorte de critique sociale ou à prolonger son geste en disant « voici ce qu'on devrait faire », elle se refusait presque à faire ce pas-là. Elle avait déjà fait le pas par son action. Si, pourquoi le mettre en mots en une sorte d'accusation à ceux qui ne font pas comme elle? On peut se demander, par exemple, quelle influence elle a eue dans une ville comme Calcutta, où il y a certainement autant de pauvres et la pauvreté n'a pas diminué pendant que Mère Teresa faisait ses œuvres dans cette ville-là. Quelle influence elle a eue sur cette situation-là? Oui. Je crois qu'elle n'avait pas d'illusion là-dessus. Et son premier objectif n'était pas tellement de soulager la misère matérielle du pauvre que de faire sentir aux pauvres qu'ils n'étaient pas abandonnés, même si on n'arrivait pas à l'aider beaucoup. Et je crois que cela a eu une influence extraordinaire. Elle a réconforté des milliers de personnes, dont plusieurs étaient à l'article de la mort. Peut-être un tiers de ceux qui allaient au mouroir regagnaient quelques mois ou quelques années de plus à vivre. Les autres mouraient, mais mouraient accueillis comme personne. Et pour elle, ça, c'était plus important que de sauver leur vie, parce que là, on leur rendait ou on leur permettait d'avoir des moments humains. Et je crois que si on assiste à une telle démonstration de ferveur à l'occasion de sa mort, je crois que, plus ou moins confusément, les gens ont été sensibles à l'aspect spirituel de sa mission. Je pose la question parce que, justement, elle n'a jamais proposé de solution. Non. C'était pas son travail. Et vous l'avez bien dit, elle était une missionnaire de charité inconditionnée. Ça, c'était son travail et elle le faisait. Pourquoi lui reprocher de ne pas faire ce que les politiciens ne font pas? Alors, comment a-t-elle créé de l'espoir? Ah, ben, c'est comme si on était devant une situation impossible et avec un sourire, elle continue. Elle ne sait pas quelle sera la solution. L'espoir ne veut pas dire qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire. L'espoir veut simplement dire qu'on continue, on sait que ça vaut la peine. Et je crois que ça, c'est une leçon très précieuse aujourd'hui. Évidemment, quand une personne de sa stature meurt, on dit c'est la fin d'une époque. Mais je crois que c'est la fin de l'époque que j'appellerais développementaliste. L'époque où, disons, un peu avant 60 jusqu'à un peu avant 90, où l'Ouest chrétien, enfin de nom, avait un projet de développement tel qu'il était concevable qu'on n'ait rien à changer en Occident et que les problèmes allaient se solutionner. Et cette idéologie ou ce projet international de développement avait deux aspects, deux parties. L'un était investir dans les pauvres, essayer de remonter les pauvres un peu pour en faire des partenaires commerciaux. Et l'autre, c'était la charité. Et je crois que la charité va demeurer une nécessité. Mais je crois que l'étape développementaliste dont j'ai parlé en un mot est terminée. Maintenant, nous qui travaillons ici ne voulons plus entendre parler de développement. Nous avons appris au cours des 3 décades que comme projet international, le développement avait très peu à voir avec les vraiment pauvres. Alors on s'en va vers quoi? Il va... Sur la base du radicalisme évangélique, il va falloir essayer de trouver des solutions nouvelles. Mais le premier pas, qui est une démarche d'espoir, c'est de croire que ça pourrait être autrement.
Et c'est ça l'espoir. Père Roberge, merci beaucoup. Après la pause, l'Église catholique en fera-t-elle une sainte? Un jour ou l'autre, vous aurez à vendre ou acheter une voiture. Pensez à ceci. Ces deux voitures ont l'air d'être en bon état. Celle-ci a reçu le traitement métropolitain, celle-là, non. Sans traitement annuel efficace, l'humidité et le calcium s'installent et rongent de l'intérieur sans aucun avertissement. Anti-rouille métropolitain empêche la création de la rouille et l'arrête net. C'est un investissement intelligent et payant. Anti-rouille métropolitain, seulement 64,95. 1600 boulevard Saint-Louis, Saint-Louis-de-France. Tout n'est pas si paisible dans le monde de Bouscotte. Si on reste, vous savez déjà qu'on va avoir de la chicane. Sacrez-moi votre camp d'ici avant que je fasse sortir cul par-dessus tête. Contente-toi de passer la porte. Je sais juste pas quoi faire avec la peine que j'ai. La haine et l'amour s'entrechoquent. Vraiment pas en plus pour une valise, hein? Je dirais quoi si je revenais sur mon idée puis qu'on s'en retournait à Montréal? C'est un peu trop simple pour que ça arrive demain. Ça dépend de toi. Les émotions se bousculent. Tu t'en souviens plus ou tu veux pas t'en souvenir? Les choses ont bien changé depuis. Aller de Bouscotte, ça m'a rappelé comment Charles était à son âge. C'est pas moi qui ai demandé à devenir ton fils. Fais juste ce que je te demande. Tu vas en avoir plein tes bottes. Ben ici, c'est moi qui porte les culottes. Le rire cache les pleurs. T'es comme un cancer. T'arrêtes pas de produire la cochonnerie. Voyager dans l'imaginaire de Victor Lévy-Beaulieu avec Bouscotte, mardi 20h. Multimeubles Paquin vous invite à vous abonner à la série Théâtrale Camp au Centre des Arts de Shawinigan. Ami à vie avec Pauline Martin et Guillaume Lemaitre-Vierge. Art avec Robert Lalonde et Michel Rivard. Les Combustibles, mise en scène René Richard Cyr. Et C'était avant la guerre à Lens-Agile avec Guylaine Tremblay et Béatrice Picard. 4 remarquables productions théâtrales pour seulement 76 $. Abonnez-vous avant le 30 septembre à la série Théâtrale Camp et courez la chance de gagner un forfait pour 2, une valeur de 500 $ au Centre de loisirs et de santé L'Arpent des Neiges. À toi, Louis-Joseph, mon fils. Rien ne sera plus jamais comme avant. Chienne de vie ne a pas eu de l'autre bord, elle ne sera pas ce boxer. Il va falloir que ça change, puis pour le... Il n'y a pas de plus grand crime que de semer le doute dans l'esprit d'un croyant. Moi, de pas savoir, c'est ça qui me ronge. Il n'y a rien de normal. Une fille directe, es-tu capable de prendre ça? Il n'y a pas de place pour les idées croches. Je suis génial! Fou et génial! On est allé trop loin. Non, il faut aller encore plus loin. Le volcan tranquille se réveille mercredi, 20h. Mère Teresa était devenue une sorte de modèle dans ce monde dominé par le matérialisme. Le pape Jean-Paul II disait justement hier qu'elle était un exemple pour tous les peuples du monde, quelle que soit leur religion. Mais deviendra-t-elle officiellement une sainte de l'Église catholique? Déjà, il y a des pressions sur Rome pour entamer immédiatement les démarches menant à la canonisation. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a quelque temps, nous étions au Vatican pour voir comment la Congrégation des Saints étudie les causes des candidats proposés par les diocèses de tous les coins du monde. Et déjà, il y a 2 ans, le nom de Mère Teresa apparaissait spontanément dans les conversations, car c'est un cas discuté depuis un certain temps dans les cercles du Vatican. Voici un extrait de ce reportage. Rendue à Rome, c'est la Congrégation pour la cause des saints qui s'empare du dossier et le mène jusqu'à terme. Il y a 400 ans d'enquête et de procès dans les archives de cette congrégation. Et par exemple, uniquement le 12 septembre, ici, 1671, on a étudié une trentaine de questions qui avaient été posées, de demandes qui ont été faites par les diocèses. Oui. Le père Baudouin est responsable de l'aspect historique des causes depuis 1946. Après 2 refus, il vient d'accepter les documents concernant la demande de béatification de Jeanne Mance. La commission historique doit avoir examiné un peu les documents. Ils disent 3 choses. Nous pensons qu'il y a suffisamment de documentation pour permettre à Rome de porter un jugement sur la vie et les vertus. Et après cela, ils ont recueilli les écrits de la servante de Dieu. Pour Jeanne Mance, il n'y en avait pas, ou très peu. D'ailleurs, l'évêque se prononce sur un 3e point, sur la renommée de sainteté. Parce qu'il ne suffit pas de quelqu'un soit un grand personnage. Il faut qu'il y ait une renommée de sainteté qui commence au cours de sa vie, qu'on l'ait reconnu comme véritablement un saint. Aujourd'hui, on a la mère Thérèse, par exemple.
qu'elle a une renommée. Et l'évêque doit dire, d'après tout ce que j'ai vu ici, d'après ce qu'on dit, d'après les témoins qu'on a interrogés, il y a de cette personne-là une renommée de sainteté. Ah oui, il faut faire attention, s'il y a un culte public avant la béatification, la cause est arrêtée. Il pourrait se faire que on le voit en Italie, par exemple, avec ces vierges qui pleurent du sang, n'est-ce pas? Si on acceptait sans autres, tous ces mouvements populaires, on risquerait de se rendre un peu ridicule aux yeux des savants. Hein. Alors là, l'Église ne permet pas qu'il y ait un culte public avant. Le dossier d'une cause en béatification s'appelle une positio. C'est une biographie, mais aussi un plaidoyer en faveur des vertus et du rayonnement spirituel d'une personne. Les saints étaient surtout des modèles. Et le reste, si vous voulez. Mais le peuple chrétien, en général, n'est pas intéressé beaucoup. Le monde aujourd'hui a beaucoup d'autres modèles. Et qui fait les modèles aujourd'hui, c'est la télévision ou le monde du sport. Et évidemment, ça n'a plus beaucoup de signification. Le pape actuel, lui, veut, parce que l'Église, son but, c'est de faire des saints, c'est-à-dire de porter tout le peuple chrétien au ciel. Et le pape, lui, il veut qu'on donne comme modèle, même si on ne le suit pas beaucoup, on n'est pas beaucoup intéressé à ça. Vous connaissez quelqu'un qui serait une personne qui vous influence? Bon, je ne l'appelle pas Saint-Saint, mais vous connaissez quelqu'un qui marque un peu notre monde, notre société? Dites-moi un nom. Sœur Teresa, non? Oui. Quelqu'un d'autre? L'abbé Pierre, en France. Oui. Ouais. L'abbé Pierre aussi. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez chez ces personnes-là? Pourquoi vous les marquez comme cela de votre admiration? Pourquoi? Elles aident les pauvres. Elle les aide, elle les nourrit. Oui. Est-ce que Mère Teresa est une sainte? Oui. Je ne sais pas si elle a été faite sainte, mais en tout cas, pour moi, elle est une sainte. Est-ce que ça te dérangerait si elle a été faite ou pas? Non, parce que je trouve on n'est pas obligé de passer, se faire saint pour l'être. Des cas comme l'abbé Pierre et comme la mère Thérèse poseront beaucoup de difficultés. Il faudrait étudier très longtemps. Par exemple, mère Thérèse, déjà, il y en a qui l'accusent de chercher la popularité, qu'elle est partout dans les télévisions, dans les il y aura l'avocat du diable, si vous voulez, même s'il n'existe plus, ou l'historien, trouvera beaucoup d'accusations, de plaintes contre elle. Il faudra voir, de par ses écrits, de par son comportement, elle a besoin d'argent, parce qu'elle a des œuvres dans tous les pays du monde et dans les pays les plus pauvres. Sans argent, que peut-elle faire? Et elle a reçu quantité d'argent aussi de toutes parts. Et donc, elle se sert aussi des moyens de communication dans un but apostolique. Seulement certains pourront dire, elle a voulu faire de l'argent, ou elle a été orgueilleuse, elle a voulu faire parler d'elle. Avec la multiplication des moyens de communication, les causes de canonisation de l'avenir seront longues. Quand on pense, par exemple, que le moindre câble, le moindre pli envoyé par télécopieur devra faire l'objet d'une évaluation théologique. On instruit chaque année 50 nouvelles causes et tous ces saints demeurent des inconnus. Pourtant, la canonisation a, pour l'Église catholique, une très grande importance. C'est au pape que revient l'ultime responsabilité de canoniser ou non. Ce pouvoir est intimement lié au dogme de son infaillibilité. Est-ce que ça veut dire que Rome ne s'est jamais trompée depuis 2000 ans? Vous savez, les saints canonisés, les bienheureux, à plus forte raison, ça ne veut pas dire que c'est forcément ceux qui sont le plus saints. Hein, il peut y avoir des gens qui n'ont jamais été canonisés, qui sont plus saints que des saints canonisés. Ça, on verra ça au ciel.
cédé à la tentation jusqu'à maintenant. Mais cette fois, inutile de résister. La Catera, 299 $ par mois sur 24 mois, avec l'événement 24-24 de Cadillac. Les cheveux gris vous jouent un vilain tour? Juste sous votre nez? Oui, j'en vois qui se pointent ici. Et puis là... Il vous faut le gel colorant pour homme seulement. Brossé et rincé après 5 minutes. Oui, pour un look naturel garanti. Le gel colorant pour homme seulement. La toute nouvelle Intrigue par Oldsmobile. Votre auto est-elle bien protégée? Il n'y a eu aucune protection d'anti-rouille ici. Êtes-vous bien protégé? J'avais 10 ans de garantie. C'est beaucoup plus d'assurance qu'on vend que de la vraie protection anti-rouille. C'est là que les troubles vont commencer. Le retour de la facture, mardi 19h30. J'ai pas peur des chiens. C'est une bombe. Ça, tu le vois pas. Ma grande surprise, c'est qu'il m'est mordu. Bon toutou qui deviennent dangereux. En jeu, maintenant, mercredi 21h. Vous n'êtes pas du genre à regarder le prix. Mais cette fois, vous ferez une exception. La CBSTS, 499 $ par mois sur 24 mois avec l'événement 24-24 de Cadillac. Les cheveux gris vous jouent un vilain tour? Juste sous votre nez? Oui, j'en vois qui se pointent ici. Et puis là... Il vous faut le gel colorant pour homme seulement. Brossé et rincé après 5 minutes. Oui, pour un look naturel garanti. Le gel colorant pour homme seulement. Le Parlement européen récemment est venu à un cheveu d'interdire l'importation des fourrures canadiennes. Ça aurait été une catastrophe pour cette industrie. Dimanche prochain, dans le cadre des grands reportages du Point, nous vous présentons un document sur le lobby anti-fourrure d'Europe qui est présent à tous les échelons de l'Union européenne. Nous vous montrerons également comment les Européens s'occupent de leurs animaux sauvages et vous aurez des surprises. Voici d'ailleurs un extrait de ce reportage. David et Johnny Mianscombe, justement, tirent un petit revenu du piégeage comme 80 000 autres trappeurs canadiens. Le piégeage, c'est une vieille tradition, le plus vieux métier du Canada, si l'on peut dire. Aujourd'hui, l'industrie de la fourrure, c'est un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars annuellement. Nos piégeurs crient, ne le savent peut-être pas, mais cette manière de vivre heurte la sensibilité de gens nombreux et puissants qui vivent loin de chez eux. On pense que la cruauté ne doit pas être permise comme méthode de faire de l'argent. Et ça, je m'excuse, si la législation canadienne autorise que des grandes compagnies font des grosses affaires avec la souffrance des animaux, c'est un problème moral que les Canadiens doivent se poser à eux-mêmes, comme de la même façon comme nous, on pose le même problème aux Européens sur toutes les méthodes de cruauté. Voilà, c'est là-dessus que prend fin notre émission aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Ici, Achille Michaud, au nom de toute l'équipe, bonsoir et à demain. Ici Radio-Canada. J'avais 28 ans quand ça m'est arrivé. C'est mon système nerveux central qui est atteint.
Dans mon corps, tout va de travers. Il y a des jours où je vois tout embrouillé, d'autres où je peux pas marcher. La sclérose en plaques. Aidez-nous à rétablir le circuit. Regardez bien Virginie. Elle vous réserve plusieurs bons coups. Oh, yeah! Bang. OK. Oh. Bien là, je capote. On n'ose plus jamais se tenir ici. Tiens, gros. Prends-toi pas, là. Tu vas t'arranger avec tes problèmes. Ah ouais! Arrêtez de faire de peu, là! C'est comme si Bernard m'avait pris en otage. Le monde a évolué, maman. Tout le monde couche avec tout le monde à Saint-Jean-d'Arc. Jour après jour, de nouveaux rebondissements vous attendent. La drogue, le touche-y pas, hein? Hey, Steve, faut que je te parle un peu de tout. Comment t'en avoir plein de tes bagouilles? On se dit de moins en moins, je t'aime. Tu fermes ta gueule. Je me sac de ma famille. Je me sac de toi. Papa et moi, on est fidèles. Toi, papa, tu n'es pas lui. On va faire la connerie la plus terrible de notre vie. Faut pas se laisser aller. C'est pas moi qui t'ai mis ces folies-là dans la tête. Bang! Virginie, du lundi au jeudi, 19h. Un jour ou l'autre, vous aurez à vendre ou acheter une voiture. Pensez à ceci. Ces deux voitures ont l'air d'être en bon état. Celle-ci a reçu le traitement métropolitain, celle-là, non. Sans traitement annuel efficace, l'humidité et le calcium s'installent et rongent de l'intérieur sans aucun avertissement. Antireux métropolitain empêche la création de la rouille et l'arrête net. C'est un investissement intelligent et payant. Antireux métropolitain, seulement 64,95, 1600 boulevard Saint-Louis, Saint-Louis-de-France. Vous croyez avoir tout entendu? Eh bien, détrompez-vous, car l'OSTR vous entraînera dans un univers envoûtant et inattendu. Saison 97-98, une programmation digne d'un 20e anniversaire. Billets de saison en vente au 380-9797. Une présentation de RBC Dominion. Bonjour chez vous. Pour démarrer votre journée en douceur avec nos collaborateurs et nos nombreux invités tous les jours de la semaine, les dernières nouvelles, la revue de presse, l'actualité culturelle, financière, sportive, la pluie et le beau temps et 1001 sujets qui alimenteront vos petits matins. Bonjour chez vous. De 6h à 9h, du lundi au vendredi. Ici Patrice Lécuyer. Ici Radio-Canada. Vincent Danfous sera-t-il présent demain à l'ouverture du camp d'entraînement du Canadien? Festival offensif au Skydome, mais les Jays n'abandonnent pas. Pour Mélanie Turgeon, objectif Nagano, les soucis financiers en moins. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. D'abord, la petite vie des gens riches et célèbres. Comme 22 des 25 autres formations de la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal entamera son camp d'entraînement demain au Centre Molson. Il sera intéressant de savoir si le capitaine de l'équipe, Vincent Danfous, sera présent à cette première journée d'activité. Danfous n'a toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison. Techniquement, ça signifie qu'à moins d'être muni d'une bonne assurance salaire, il ne prendrait pas le risque de sauter sur la glace. Le clan Danfous a déjà refusé 2 offres du directeur général Régent Houle et chercherait à obtenir un pacte de plus de 3 millions de dollars par année, cette fois en devise américaine. Le capitaine des Mighty Ducks d'Anaheim, Paul Kariya, pourrait également manquer à l'appel. On a offert 25 millions pour 5 ans à cet attaquant de 22 ans. Il réclame 7 millions par année. Le centre Fyodorov, qui a aidé les Wings de Détroit à remporter la Coupe Stanley, est dans la même situation que Danfous et Kariya. D'autres joueurs autonomes avec restrictions pourraient ne pas commencer l'entraînement demain. Il y a Daniel Alfredson chez les Sénateurs d'Ottawa et Alexander Mogilny chez les Canucks de Vancouver. Mais les Canucks peuvent toutefois se réjouir du fait que Pavel Bure est rentré au bercail avec, paraît-il, de bonnes intentions. Dans le camp des Stars de Dallas, 2 gros noms sont aussi à la recherche d'un contrat, soit Mike Modano, leur meilleur marqueur la saison dernière, et l'arrière Darian Hatcher.
Finalement, le gardien de but, Patrick Lalime, auteur d'une séquence record de 16 matchs sans revers à ses débuts dans la Ligue nationale, refuse toujours l'offre d'un contrat sans garantie des Pingouins de Pittsburgh. Ailleurs, les négociations iraient bon train dans le cas d'Eric Lindros et de Brett Hull, tandis que les Hurricanes de la Caroline ont officiellement embauché Gary Roberts. Lindros a encore une année à écouler à son contrat avec les Flyers de Philadelphie, mais la direction serait prête à le prolonger substantiellement. Une bagatelle, dit-on, de 62 millions de dollars pour 7 ans. Même chose pour le cas de Brett Hull avec les Blues de Saint-Louis. Golden Brett chercherait à obtenir 25 millions au cours des 5 prochaines années, lui qui touche actuellement simplement 4 400 000 dollars par année. Quant à Roberts, vainqueur du trophée Bill Masterton il y a 2 ans avant d'être forcé à la retraite à cause d'une blessure au cou, il a passé tous les examens médicaux requis et on l'a gratifié d'un contrat, dit-on, de plusieurs saisons. Voilà pour le hockey. Baseball maintenant. Les Expos avaient congé aujourd'hui et ils entameront demain une série de 2 matchs contre les Pirates de Pittsburgh au stade du Parc olympique. Mais dans la Ligue américaine, les Blue Jays de Toronto et les Angels d'Anaheim se sont offerts tout un duel offensif. Regardez bien. Tim Solomon expédie la balle lancée par Robert Person dans les gradins de gauche en 3e manche. Son 30e circuit est un effort en solo et les Angels mènent déjà 4-0. Revirement de situation en fin de 3e, ce double de Sean Green permet à Carlos Delgado de croiser le marbre et de niveler les chances 4-4, manche de 4 points pour les Jays. On s'échange l'initiative et en 6e, ce simple du vétéran Joe Carter fait marquer Mariano Duncan et nivelle de nouveau les chances, 7-7. Mais en 8e, Darren Erstad cogne cette offrande de Dan Plesac. Loin dans la droite, son 2e circuit du match produit 3 points et les Angels mènent 10-7. Les Jays ont placé 3 coureurs sur les sentiers en fin de 8e. Joe Carter a réussi un simple de 2 points et il a marqué le 11e des siens plus tard à la suite de l'erreur du voltigeur de droite, Garrett Anderson. 5 points produits pour Carter, 5 points produits également pour Erstad du côté des Angels. Un match de fou, c'est donc 12-10 en faveur des Jays en fin de 9e. Les joueurs par excellence de la dernière semaine, Ken Griffey dans l'américaine, chez les Mariners évidemment, car il a réussi 6 circuits pour un total de 50 cette saison. Et dans la nationale, voilà le circuit est officiel maintenant, selon le commentateur enthousiaste. Et dans la nationale, qui d'autre que le gaucher Danny Neagle, premier lanceur à inscrire 20 victoires dans le circuit cette saison. Il atteint ce sommet hier contre San Diego. C'est une grosse saison qui s'en vient en Coupe du monde de ski alpin, surtout qu'il s'agit d'une année olympique. À ce sujet, Mélanie Turgeon rencontrait les médias aujourd'hui à Montréal pour leur faire part de ses objectifs et pour leur annoncer une très bonne nouvelle. On l'écoute. Cette année, Mélanie Turgeon pourra consacrer toutes ses énergies à une seule chose, gagner des courses. Elle a maintenant l'appui de la firme comptable Coopers & Lybrand, et ce pour 2 ans, ce qui lui permet de placer la barre un peu plus haute. Comme je disais tout à l'heure, dans les 15 premières en descente, c'est probablement c'est très réaliste parce que je suis 20e maintenant. Et puis l'an dernier, quand j'ai commencé la saison, je partais de 31e. Alors maintenant, je suis 20e. Pour me rendre à 15e, la route est un petit peu plus courte. Oui, on discute avec les entraîneurs. Bon, qu'est-ce qui est réaliste? C'est sûr, tu te dis, j'aimerais ça gagner toutes les Coupes du monde, mais faut être réaliste là, quand même parce qu'après ça, on est très déçus. Âgée de 21 ans, Mélanie est toujours la seule skieuse canadienne à participer aux 4 disciplines du circuit de la Coupe du monde. Sauf que cette saison, elle misera surtout sur la descente et le super-G. Et puis, il y aura les Jeux de Nagano en février. Mais c'est sûr, les Olympiques, c'est un événement extraordinaire. Là. Je peux pas dire que ça va être une course comme les autres, mais c'est pas une priorité. Comme en 2002, là, ça va être quelque chose que je vais pouvoir dire, OK, là, je mets tout mon focus sur les Olympiques. Moi, je suis confiant. Moi, s'il n'y a pas de blessure, mais ça voit bien que sa préparation physique va dans très bon chemin. Et ça voit comme l'année va être fructueuse. Mélanie quittera bientôt le pays, notamment à destination de l'Europe et du Chili, afin de compléter son entraînement. Et puis, comme le mentionne lui-même son entraîneur, tous les espoirs sont permis. Et nous avons le cheval pour gagner. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je suis optimiste. Marc Labrec, Radio-Canada Sport, Montréal.
Après la pause, y aurait-il 2 poids 2 mesures en Formule 1? Stratos Pizzeria vous offre son spécial de la rentrée. Commandez une délicieuse pizza moyenne toute garnie avec une poutine petit format pour seulement 13,95 $ et obtenez un 2 litres de Pepsi tout à fait gratuit. Stratos Pizzeria! Un jour ou l'autre, vous aurez à vendre ou acheter une voiture. Pensez à ceci. Ces 2 voitures ont l'air d'être en bon état. Celle-ci a reçu le traitement métropolitain, celle-là, non. Sans traitement annuel efficace, l'humidité et le calcium s'installent et rongent de l'intérieur sans aucun avertissement. Anti-rouille métropolitain empêche la création de la rouille et l'arrête net. C'est un investissement intelligent et payant. Anti-rouille métropolitain, seulement 64,95, 1600 boulevard Saint-Louis, Saint-Louis-de-France. Ces jours-ci, certaines personnes seront prises d'une irrésistible envie de faire la place dans leur garage. Car c'est la grande vente de fin d'année Pontiac Buick GMC. 1,9% sur les Sunfires et les meilleures offres de l'année sur nos modèles 97 pendant 10 jours. Alors quand vous aurez vidé votre garage, venez le remplir chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Stratos Pizzeria vous offre son spécial de la rentrée. Commandez une délicieuse pizza moyenne toute garnie avec une poutine petit format pour seulement 13,95 $ et obtenez un 2 litres de Pepsi tout à fait gratuit. Stratos Pizzeria! Après avoir surmonté de graves problèmes de santé, Wilma Rudolph devient la femme la plus rapide du monde aux Jeux olympiques de Rome. La gazelle du Tennessee remporte les épreuves du 100 et du 200 mètres et ajoute une 3e médaille d'or au relais 4 x 100 mètres en ce jour dans le sport, le 8 septembre 1960. Une présentation de Toyota Canada et ses concessionnaires. C'est officiel, les Blue Jays ont gagné 12-10 contre Anaheim. Parlons maintenant de football de la NFL. Le demi Marcus Allen des Chiefs dispute le dernier match de sa carrière à Oakland, là où il a connu ses meilleurs moments. Comme il prévoit se retirer à la fin de la présente saison, ils sont nombreux, les partisans des Raiders, à souhaiter la première victoire de leur favori en 97. Premier quart, les Raiders sont les plus menaçants. Jeff George atteint Tim Brown. Un très long premier jeu qui place Oakland en excellente position. Effectivement, quelques jeux plus tard, c'est la remise arrière de George à l'intention de Napoleon Kaufman qui se faufile jusque dans la zone des buts, course de diverge. C'est 7-0 pour les Raiders. Deuxième quart, les Chiefs, limités à 3 points la semaine dernière contre Denver, réussissent le toucher lorsque Elvis Gerbach rejoint Kimball Anders à courte distance, 10-7 maintenant pour Kansas City. La marque au troisième quart, Kansas City 13, Oakland 10. Les deux équipes ont perdu leur match inaugural la semaine dernière. Autre football, le soccer, celui-là, de la Ligue A. Maintenant qu'il a éliminé le Lynx de Toronto, l'Impact de Montréal est à définir sa stratégie pour son affrontement contre Long Island en finale de la division Nord-Est. Lors du deuxième tour éliminatoire, l'Impact espère bien sûr que Darren Tilley sera aussi brillant qu'il l'a été hier. Il a marqué 3 buts contre Toronto, du jamais vu pour l'équipe. On a repris l'entraînement cet après-midi, histoire de bien entreprendre cette nouvelle série de 3 vendredi soir à Uniondale. Mais contre Long Island, ça va être différent parce que là-bas, on joue sur un terrain synthétique, un tapis, et le jeu est totalement différent. Alors, il faut prendre vraiment ça en considération. Et 2 jours plus tard, quand on joue dimanche contre eux ici, tu joues sur un terrain régulier, sur le gazon. Alors, ça va être 2 matchs totalement différents, 2 systèmes de jeu totalement différents contre eux. Formule 1 maintenant, le Grand Prix d'Italie à Monza n'aura pas fait évoluer le classement du championnat du monde des pilotes, mais si Michael Schumacher n'est pas trop inquiet de sa 6e place, chez Williams, par contre, on sait qu'on a perdu une autre chance, comme nous l'explique Philippe Crépeau. La journée de Jacques avait mal commencé avec l'annonce d'une suspension d'un Grand Prix avec sursis pour ne pas avoir ralenti sous les drapeaux jaunes pendant le réchauffement. Un seul Grand Prix de suspension, mais avec 9 Grands Prix de mise à l'épreuve, les 4 derniers de l'année et 5 l'an prochain, pour cause de récidive, dit-on. Soyons un peu sérieux, messieurs de la FIA. Ne nous montrez pas que vous voulez voir Ferrari remporter le championnat, même si vous le souhaitez. Ne nous montrez pas que vous n'aimez pas l'anticonformisme de Jacques Villeneuve. En espérant que votre décision concernant Ralf Schumacher
si décision vous prenez, sera proportionnelle à la faute commise. Il faudrait alors le suspendre sans sursis pour au moins le reste de la saison. Jacques avait besoin de points, d'un maximum de points à Monza, mais son départ le condamna, obligé qu'il fut à jouer la prudence à la première chicane. Pendant la course, la stratégie voulait que les écuries ne s'arrêtent qu'une seule fois au puits. Les voitures allaient donc se suivre inévitablement dans une procession typique du circuit de Monza. Le temps passé au puits devait donc être le plus court possible. Mais les Williams ont été les premières à s'arrêter. Villeneuve au 28e tour, Frentzen au tour suivant, obligeant donc les deux pilotes à attendre de longues secondes le temps de faire le plein. Un choix que Heinz Harald n'a pas hésité à critiquer. I think it was slightly too early in that stage because towards the end of the run, the lap times are quicker generally. La seule consolation pour Jacques, c'est que Michael Schumacher n'a pas fait mieux que lui. L'Allemand savait sa voiture vulnérable à cause d'une usure prématurée des pneumatiques. Schumacher a conduit prudemment et a retardé au maximum son arrêt au 35e tour. Une course sans relief pour l'Allemand, une 6e place terne, mais dans un contexte qui de plus en plus fait l'affaire de Schumacher, avec encore 10 points d'avance ou l'équivalent d'une victoire. Philippe Crépeau, Radio-Canada Sport. Et après 13 ans d'absence, la firme allemande BMW retournera en Formule 1 en l'an 2000. Elle fournira son moteur à l'écurie anglaise Williams. Le temps d'une pause et nous serons de retour pour parler tennis tout de suite après. Entreprise AM, le spécialiste des portes et fenêtres en Mauricie depuis déjà 25 ans. Pourquoi les gens de la Grande Mauricie font confiance aux entreprises AM de Saint-Tite? Pour son service, ses prix et ses employés, formés à la fine pointe de l'industrie. Quelle que soit la sorte de porte ou fenêtre, on a la solution pour vous. Un appel de service, pas de problème, on s'en occupe et rapidement. Vous cherchez une pièce en particulier, on l'a sûrement. Contrairement à certains magasins, ici, on prend soin de nos clients, c'est garanti. Entreprise AM de Saint-Tite, là et seulement là, vous trouverez les vrais professionnels de portes et fenêtres. Ça? Un vélo? Quel vélo? F6. Hein? Le camion! Quel camion? Regarde! On a gagné! Attachez vos ceintures. La loterie Rallye instantanée est de retour. Bouge pas! Attachez vos ceintures. La vente colossale Chrysler, l'événement automobile le plus percutant de l'année, revient en force avec des offres jamais vues sur des véhicules à l'ingénierie audacieuse, au design séduisant et incroyablement raffiné. Bref, des véhicules comme vous les souhaitez. Ne manquez pas ces offres époustouflantes. Elles ne durent qu'un temps, le temps de la vente colossale, seulement chez votre concessionnaire Chrysler. C'est un peu comme ça que je me sens. Comme si Bernard m'avait pris en otage. Tu pourrais faire annuler ton entente de divorce, d'après moi. Penses-tu? Avec un avocat compréhensif. Il n'y a rien comme une bonne victoire dans un tournoi de Grand Chelem pour donner une nouvelle orientation à une carrière au tennis. Plus de 24 heures après avoir gagné les internationaux des États-Unis, l'Australien Patrick Rafter n'en revient tout simplement pas de son nouveau classement mondial. Il est maintenant 3e. Rafter devient le premier joueur australien à se classer parmi les 10 meilleurs au monde depuis Pat Cash en 88. La semaine prochaine, à Washington, Rafter aidera l'équipe australienne dans son affrontement de Coupe Davis contre les États-Unis. Et parce qu'il a atteint la finale du US Open, le Britannique Greg Rusedski passe de la 20e à la 11e place mondiale. Toute une progression pour l'ancien résident de Pointe-Claire. Le Brésilien et ex-champion du monde de Formule 1, Fittipaldi, repose dans un état stable à un hôpital de Sao Paulo. Il a subi une fracture d'une vertèbre lombaire lorsque l'avion ultraléger qu'il pilotait s'est écrasé, heureusement pour lui, dans une zone marécageuse. Ça, ce sont des images de l'accident qui lui avait coûté encore une fracture de vertèbre à Indy l'an dernier. Au Michigan,